que si pour bénéficier, par exemple, de l'alignement de M. Blé Koudé, il faut se défaire de l'alignement du président Gbagbo. Donc, voici bon nombre de questions qui font que même tenter le boycott, en fait, les mécanismes ne seront pas forcément en accord et que l'option, ce serait vraiment d'aller derrière un candidat. Ce qui met un Jean-Louis Billon dans une excellente posture. Parce que c'est le candidat avec le moins de polémique. Au niveau de l'opposition, il a le moins de polémique, il n'a pas de bourbe avec les candidats qui sont déjà là. Il n'a pas de difficulté avec ceux qui ont été exclus. Il est en mesure d'aujourd'hui d'être celui qui va voir tout le monde et tenter de convaincre de nous mettre ensemble sans un passé difficile à gérer, sans un conflit politique à gérer. Donc voilà, ça fait quand même un certain nombre d'éléments qui rendent cette période électorale super intéressante. Est-ce que vous pensez, pour les autres, est-ce que vous pensez que nos hommes politiques, si on suit le développement de Cheikh Oumar Doumbia, ont la capacité de se surpasser pour se mettre au-dessus de leur ego et de se dire, par exemple, qu'on peut se ranger derrière Jean-Louis Billon, par exemple, Alamine Fofana? Oui, moi je pense que c'est ce qu'ils doivent faire. Je commence par le chef de file de l'opposition qui aujourd'hui est clairement le président Laurent Gbagbo, pour peut-être revenir au PDCI si le temps me permet. Par rapport au président Laurent Gbagbo, souvent les gens oublient l'objectif de la lutte. Parce qu'on peut tuer le mouvement, mais on ne peut pas tuer la révolution. On peut scinder le mouvement PPACI, FPI, mais les partis de gauche sont foncièrement révolutionnaires. Ils sont courageux, ils sont offensifs. Le président Laurent Gbagbo, c'est trois choses qui ont fait la force du président Laurent Gbagbo. La première chose, c'est le tribun charismatique. Il est fortement charismatique, il a un discours accessible, teinté d'humour et puis d'image. Aujourd'hui, la gauche ivoirienne refuse d'accepter que l'héritier politique dans ce domaine-là, c'est Charles Blé Koudé. La deuxième chose qui faisait la force du président Laurent Gbagbo, c'est l'intellectuel engagé. Professeur d'histoire, ça fait que nos dévanciers nous disaient que à la période du fameux Oufoué voleur, on dit, mais qui traite Oufoué de voleur là? On dit, non, c'est un professeur. On dit, ah, c'est qu'il a raison. Il était un intellectuel, il était engagé. L'héritier politique du président Laurent Gbagbo, en ce sens, c'est Awa Domelo. Et il refuse de voir cette réalité. La troisième force du président Laurent Gbagbo, c'est l'homme du peuple, qui est proche du peuple, qui est accessible, qui est humble. Il a une figure élitiste par sa posture de professeur, mais dans le courant, il est humoriste, il est comédien, il parle avec beaucoup d'humour. Donc ce sont les mêmes qui reviennent. Et vous allez voir que le président Charles Blé Koudé, il va accompagner Simone Gbagbo pour déposer sa candidature, il va accompagner Awa Domelo pour déposer sa candidature. Donc les deux candidatures qu'il soutient sont retenues. Donc pour moi aujourd'hui, la restructuration profonde au niveau de la gauche ivoirienne, c'est d'accepter cette réalité-là et de pouvoir passer à une alternance stratégique qui eux-mêmes va les permettre de pouvoir s'en sortir. Charles Blé Koudé, contrairement aux autres, il a certes construit sa carrière politique autour d'un Laurent Gbagbo, mais il y a eu aussi un bicéphalisme parce qu'il profite de l'aura politique de Laurent Gbagbo. Il a aussi son cogep depuis longtemps. Et il dit même qu'il n'a jamais été FPI. Donc pour moi aujourd'hui, on ne pourra pas être dans une désignation de royaume. Donc le capital politique, et c'est une problématique même qui touche tous les partis politiques, et même le RHDP n'est pas épargné de ça, parce que l'après Ouattara aussi peut être compliqué si les man managés. Mais pour l'opposition qui n'est pas aujourd'hui au pouvoir, la chose à faire, c'est de pouvoir revenir en interne et accepter ce que Cheikh Oumar dit, ce que la nature nous impose. En ce qui concerne le PDCI, je pense que le ministre Jean-Louis Billon a beaucoup hésité. Il a beaucoup hésité à se lancer, mais aujourd'hui, il est dans une belle posture parce que ce n'est pas un personnage clivant. Il n'est pas clivant, il est soft. Mais le PDCI, dans sa politique jusqu'au boutiste de Tiam ou rien, est aujourd'hui face à un impératif. À nous de voir. Les options qu'ils vont choisir seront forcément frappées d'une binarité. Soit une posture corsée, soit ça sera un boycott. Peu importe la forme, ça sera une posture corsée. Mais sur le théâtre des opérations, ça ne pourra rien changer. Parce que la force de coercition pour changer les choses, pour qu'aujourd'hui Hassan Ouattara ne soit plus président de la République, ils n'ont pas ces moyens-là à leur disposition. Soit ça sera quelque chose de plus soft, de plus stratégique, de plus tactique, donc d'opter pour un Jean-Louis Billon. C'est le moins de mal pour moi, parce que les Ivoiriens auront la paix, on n'aura pas de bavure. Et ça ne pourra pas peut-être inquiéter le RHDP, mais ils pourront mieux se positionner pour mieux voir par rapport aux échéances à venir. Très bien. Josias? Moi, je pense que normalement, on devrait voir les partis d'opposition soutenir les candidatures retenues qui sont proches d'eux. Mais lorsqu'on revient à la réalité et qu'on connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire, on connaît le comportement, le caractère des acteurs politiques principaux, donc les leaders, force est de constater qu'il y aura vraiment, ou du moins il y a peu de chances qu'on ait cette configuration-là. Là où nous sommes partis, nous sommes encore partis ou lancés dans une lutte qui va voir les leaders du PPACI
du PDCI, du FPI, encore s'attaquer pacifiquement aux institutions comme le Conseil constitutionnel, la Commission électorale indépendante. Parce que quelque part, il faut le signifier, les partis politiques dépendent aussi, on va dire, des populations, des partisans. Il y a une promesse qui a été faite aux partisans. On ne soutient pas M. Dombello, on ne soutient pas M. Jean-Louis Billon. On l'a crié à plusieurs reprises. Et beaucoup de partisans, de citoyens sont partants pour cette vision-là, sont partants pour cette manière de se comporter. Et à la dernière minute, lorsqu'on vient dire, bon, finalement, on soutient une telle personnalité, ça casse quelque part l'élan, ou du moins, on va dire la confiance même que certains partisans avaient ou ont en le parti politique. Donc moi, je pense que normalement, on devrait avoir le fait que ces partis-là se retournent ou reviennent soutenir ces candidatures, mais on est parti pour le contraire. Madame Hanifa Abouzouno. Alors, je veux juste rebondir sur son propos qui disait que ce serait changer de ligne et tout. Bon, on a entendu qu'en l'état, avec la liste électorale, on ne peut pas gagner. Donc tactiquement, si on veut rester sur cette logique, on n'est même pas censé faire quelque chose, puisque les dés seraient apparemment pipés. Donc je veux dire que ça, c'est un moindre mal pour moi, c'est un détail. Tout à l'heure, Cheikh Oumar, dans son intervention, disait qu'on pourrait éventuellement voir des coalitions à partir du deuxième tour. Il faudra encore qu'il y en ait un. Possiblement. Donc on ne peut pas... En ce moment, la machinerie RHDP, c'est premier tour. On passe. Ce qui devrait être logique avec un bilan inattaquable, un pays qui a progressé et des habitants qui sont super heureux. Donc il n'y a pas de raison qu'on ait un deuxième tour. À mon avis, on serait peut-être sur une partie de son option. Chaque parti de l'opposition va pousser les candidats dont ils se sentent proches. On arrive au deuxième tour et on fait un ralliement total. Pour moi, ce serait ce qui va payer le plus. Mais comment le dire et le faire, ça c'est une autre paire de manches et je ne sais pas comment ça pourrait arriver. Un autre point aussi qui me paraît, pour répondre directement à votre question, Monsieur Diarra-Souba, en disant est-ce qu'ils pourraient mettre leur ego de côté? S'ils pouvaient le faire, ça se saurait. On ne serait pas là, tactiquement. Donc, je pense que c'est pas vraiment possible. Très bien. Mélina? Pour rebondir et aller un peu plus dans l'analyse, je posais encore la question aux experts qui sont en face. Quelles sont les possibilités aujourd'hui donc, pour l'opposition pour espérer un deuxième tour? Je pense que c'est ce qu'elle vient de nous décrire en disant qu'il va falloir que chacun pousse son candidat, vraiment répartir l'électorat pour que voilà, il y ait un second tour. Mais c'est pourquoi je dis que Jean-Louis Billon est une option jouable. Parce que Jean-Louis Billon ne vient même pas avec son parti, il vient avec un congrès, qui est encore un rassemblement de partis. Donc de nouvelles options peuvent être mises sur la table. Nous, pour vous soutenir, voici nos exigences. Nous, pour vous soutenir, ils mettent en place un programme de gouvernance commun, ils mettent en place un programme même de gouvernement commun sur qui gère quel portefeuille commun et ils vont à la bataille ensemble. Pour moi, c'est l'option la mieux jouable face à la machine du RHDP. Mais sans cette option-là, on pourra peut-être une élection où il y aura des 7%, des 6% et que le président Ouattara va faire farouchement mal. Donc, pour empêcher cela, en fait, il faut qu'il y ait ce sentiment, il faut qu'il y ait une nouvelle proposition et qui permet à ces partis, au-delà même de leur électorat naturel, d'aller à la quête peut-être du jeune nouveau cadre et du nouveau électorat qui pourrait possiblement être tenté de voter pour un entrepreneur, qui pourrait être tenté de voter pour un profil un peu similaire à celui de Ouattara, qui n'est pas dans la lutte, mais qui est beaucoup plus dans la construction économique, qui parle beaucoup plus d'épanouissement sur le marché international. C'est jouable politiquement. Mais tout le reste, en fait, la sphère politique va automatiquement se braquer. Quid d'Awa Dombello s'il reçoit un soutien de la gauche ivoirienne, sachant aussi qu'il est donc vierge politiquement et qu'il bénéficie aussi du soutien des BRICS? Déjà, première des choses, quand on vient sur la scène politique et qu'on dit que sa candidature est une candidature de précaution, vous comprenez ce que ça veut dire? C'est que déjà, il va falloir que lui-même d'abord se transforme en un candidat plein. Et pour ce faire, sur quelle force politique est-ce qu'il compte? Est-ce que c'est le parti qui vient tout de suite de le mettre de côté? Et comment est-ce que ce parti, comme il l'a dit, va faire rebelote rapidement et dire, bon, c'est nous qui n'en voulions pas, mais nous en voulons maintenant, donc allons dans ce sens. Quel message est-ce que ça envoie au niveau des partisans?
Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on traite un monsieur de traite lundi et que vendredi, on vient dire qu'il est apte à gouverner la Côte d'Ivoire? C'est pourquoi, encore une fois, Bion est dans la posture la mieux aiguisée, parce qu'il n'a pas tous ces problèmes-là et il n'est pas mêlé à toutes ces difficultés. Très bien, oui. Voilà. Juste sur le cas Awadon Melo, ça peut être une vraie stratégie aussi, parce qu'il faut savoir que lorsqu'il a décidé d'annoncer sa stratégie sa candidature de précaution, on a eu deux communiqués ou notes de service. On n'a pas eu d'injure en tant que tel. On n'a pas passé énormément de temps. Il n'a pas été invectivé partout et tout. C'est resté comme ça. Chacun a fait son chemin. Donc, le rétro-pédalage n'est pas aussi flagrant ou méchant, je veux dire. Après, le vrai point au-delà de toutes les stratégies qu'on pourrait mettre en place, c'est mobiliser les gens pour aller voter. Parce que c'est que ça qui va faire la différence. Quand on regarde nos différentes élections, en tout cas, qu'elles soient présidentielles et tout, le taux de participation, donc d'implication, est vraiment faible. Et là, il y a un grand coup à jouer parce qu'effectivement, même en étant attaché au président ou ce qu'il a pu faire, il y a quand même beaucoup d'Ivoiriens qui se disent « bon, on va peut-être essayer autre chose ». La question, c'est qui on essaie. Et s'ils ne trouvent pas qui essayer, le diable que vous connaissez est peut-être meilleur que l'ange que vous ne connaissiez pas. Il y a peut-être aussi une question, l'attractivité des offres politiques à la faveur de la campagne électorale qui va susciter l'engouement ou pas du tout chez les électeurs. Est-ce que, justement, ça c'est un autre sujet, est-ce que vous avez l'impression qu'en Côte d'Ivoire, moi c'est un de mes combats, il faut qu'on ait des débats sur les idées, sur les sujets qui concernent les Ivoiriennes et les Ivoiriens au quotidien. Quand ils se réveillent le matin, les difficultés auxquelles ils font face, on n'en parle pas suffisamment, on est plutôt dans des débats sur les personnes, sur les égos, sur les unions, sur les alliances qui se font et se défont. Est-ce que finalement, on va arriver à la faveur de cette élection présidentielle-là à un débat de fond? Est-ce que vous avez cette impression, Josias? En l'état actuel, moi je pense que nous sommes partis pour avoir une élection sur le débat de la personnalité encore. Parce que vous savez, les élections précédentes où on a eu ces débats sur la personnalité, la configuration ressemble à celle qu'on a aujourd'hui. Absolument. C'était par exemple un candidat qui était pour certains inéligible ou qui était incapable de se présenter, qui a, on va dire, claquemuré les conversations, les idées et tous les propos vers lui ou elle. Donc finalement, le cas dans lequel on se trouve aujourd'hui, où M. Laurent Gbagbo, M. Afin Guessan et plein d'autres personnalités ne sont pas capables de participer au jeu électoral, ces partisans-là qui étaient derrière ces personnalités ne vont pas chercher vraiment à comprendre qu'est-ce que celui-là ou celle-là propose. Mais pourquoi mon candidat n'a pas été retenu? Et ce genre de débats-là vont continuer jusqu'à ce que, finalement, on choisisse le président ou la présidente. Alamine? Oui, c'est quelque chose aussi que je disais souvent. C'est que, et ce qui est malheureux, c'est que le RHDP est à l'aise sur les deux débats. Donc quand on prend le débat de la personnalité, ils mettent l'argument de l'état des droits devant. Ce n'est pas nous qui disons, c'est le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas nous qui disons, c'est la démocratie qui dit ça. Lorsqu'on va aussi sur un débat de fond, ils ont des arguments. Quoique tout n'est pas bien. Mais pour moi, l'opposition doit plus miser sur les débats de fond. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'écrire un programme de gouvernance qui lui-même n'est même pas accessible pour la majorité des Ivoiriens. Aujourd'hui, vous pouvez prendre un jeune RHDP, peu importe à quel point il aime le président Alassane Ouattara, il est dans une situation où il a vu la police municipale prendre la table de sa mère qui vient de la checker pour renverser d'un caniveau. Peu importe à quel point il aime, par exemple, le RHDP, il a vu des déguerpissements. Donc, il faut insister sur la problématique réelle des Ivoiriens. Quand vous le faites, ils ne vous voient plus comme une machine de revendication qui revendique que pour revendiquer, mais ils savent que vous êtes conscient des problématiques des Ivoiriens. Donc, même s'ils ne vont pas partir vous voter, ils vous écoutent, ils vous entendent, ils sont moins radicaux et ils sont ouverts aux propositions. Et il y a tellement de choses à améliorer, il y a tellement aussi de problèmes de gouvernance en Côte d'Ivoire que la majorité du discours de l'opposition doit se tourner sur ces différentes problématiques-là qui souvent même engendrent beaucoup d'émotions pour commencer à voir des électeurs que sur des débats des personnes qui ne vont pas produire quelque chose. Quand vous prenez Awadon Melo, dans une émission d'1h30, il fait aussi des revendications politiques, mais en même temps, sa force de proposition est telle que dans cette émission d'1h30, il va vous servir aussi par rapport aux problèmes réels des Ivoiriens. Ce qui fait que même qu'on n'est pas d'accord avec lui, on n'est pas hostile vis-à-vis de lui et on peut être ouvert parce que personne ne sait le bulletin que chacun va partir mettre dans l'isoloir. Très bien. Alors, Cheikh Omar Doumbia,
Vous qui avez connu la scène politique malienne, est-ce qu'il y a des similitudes entre nos hommes politiques de l'Afrique de l'Ouest? Oh, absolument. Ils viennent de la même école. Hein. C'est les mêmes gens. Quand on parle de Laurent Gbagbo, un de ses meilleurs amis, c'est Ibrahim Boubacar Keïta. Hein. Ce sont les mêmes amis socialistes avec Mamadou Issoufou. Socialistes qui se sont soutenus d'ailleurs les uns les autres dans les accessions au pouvoir. Donc, c'est pourquoi je dis que le problème n'est pas qu'ici, il est ouest-africain. Et qu'aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, avec Alamine, avec lui, avec moi, qui sont à 20 ans, 30 ans, qui parlons politique, le modèle qu'on a eu, parce que eux, je considère que peut-être c'est la deuxième génération de politique africaine, parce que la première, on va compter Modibo Keïta, Sékou Touré et mais ensuite, voilà, on viendra à cette deuxième génération de politique, elle est aussi en train de s'éteindre. Sauf qu'elle est coriace, elle ne veut pas lâcher, et que la troisième génération n'est pas dans la lutte, elle est dans l'intellectualisme. Donc, le pouvoir qui est dit en Afrique, qui doit s'être arraché, la troisième n'est pas dans l'optique de l'arracher, et la deuxième ne veut pas lâcher prise. Donc, aujourd'hui, c'est le phénomène que nous voyons partout. Et parfois, ça se transforme en des mouvements populaires. Par exemple, comme on l'a vu au Mali, le M5 RFP, où c'est toute une génération qui se met ensemble. Alors que si on était arrivé aux élections avec le président Ibeka et qu'il avait fait les élections pour partir, toute sa génération politique serait partie parce qu'il serait frappé par le verrou de l'âge. Mais avec tous les mouvements qu'on a eus, ils ont droit à une nouvelle vue politique. Ils ont droit à venir occuper la scène encore et à parler. Donc, c'est cela qui se joue aussi. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut dire aux jeunes, qu'il faut comprendre qu'en vous battant pour maintenir ces leaders devant vous, vous vous battez pour rester derrière. Et c'est très important de ne pas oublier ce détail. Par rapport à la question du débat, je pense que les politiques, toujours, parce que la politique, c'est de la perception, vont tenter de faire des débats de sensation. Et que même d'ailleurs, pour vouloir dire que je veux le pouvoir, il faut un ego surdimensionné. De dire que bon, je vaux mieux que vous, hein, donc choisissez-moi pour m'occuper de vos affaires, c'est naturel. Mais qui peut contraindre l'homme politique à changer son discours? C'est la presse. Il faut que la presse commence à cesser de poser la question, est-ce que si telle personne est candidat ou pas? Non. La question, c'est par rapport à l'économie ivoirienne, sur les imports et exports, qu'est-ce que vous prévoyez? Il fuit beaucoup cette question aussi pour dire que... Oui, mais c'est là où la presse doit maintenant être rigide et se dire que bon, on va répondre à ça. Et une fois que la presse se met à jouer ce rôle-là, il y aura moins d'hommes politiques bruyants. Parce que venir sur un plateau, par exemple, tu te retrouves sur un plateau avec 2-3 politologues, ben on va te serrer le col, parce que nous, on va te poser les bonnes questions. On n'est pas intéressé par qui a dit quoi hier sur quel plateau, on est intéressé par comment tu veux faire fonctionner le système. Donc, je pense qu'il faut de plus en plus de cadres et qu'il faut de plus en plus de jeunes. Il faut être agressif sur ces gens-là en posant les bonnes questions. À chaque fois que le débat est réorienté sur telle personne ou telle personne, non. Quelle est la proposition? Quel est le mécanisme par lequel? Quand quelqu'un fait une promesse, ok, comment est-ce que vous allez financer cette promesse? D'où vont venir les fonds? Qui seront les acteurs? Je pense qu'il est temps que nous ayons dans ce sens en tant que vraiment ouest-africain, hein, parce que ce problème, il est un peu partout, où on finit par accepter des hommes sans vraiment savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent et ce qu'ils proposent, et au final, on se plaint toujours à la fin. Il était prévu que nous abordions un autre